désormais l'affaire Slave s'est déroulée donc novembre 2017, novembre 2018. Elle a surtout monopolisé l'espace médiatique au cours de l'été 2018. Donc Slave, c'est le nom d'un spectacle musical préparé par le célèbre metteur en scène québécois Robert Lepage et par la chanteuse Betty Bonifaci. Il a été annoncé en novembre 2017 et présenté pour la première fois 7 mois plus tard, en juin 2018, dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. Et la promotion annonçait, je cite, « une odyssée théâtrale à travers le chant d'esclaves afro-américains des années 30 », performée par Betty Bonifaci et 6 choristes dans une adaptation sur scène de 2 albums de la chanteuse. Donc, suite à cette annonce, la créatrice et critique de théâtre, Marie-Lou Craft, publie un statut Facebook qui va lancer une controverse autour de la représentation des Noirs sur la scène artistique québécoise. Donc je le lis. Un ethnomusicologue blanc enregistre des chants d'esclaves noirs. Une chanteuse blanche les entend et les reprend. Un metteur en scène blanc en fera une odyssée théâtrale au TNM dans le cadre du Festival de jazz de Montréal. Et semble-t-il que jusqu'à présent, aucune personne noire ne soit impliquée, en tout cas pas suffisamment pour faire partie de la promo. Tout ça sous le stylish sexy cool nom de Slave, Classy. C'est avec le début des représentations, donc un peu plus de 6 mois plus tard, que l'affaire s'emballe dans la presse traditionnelle. Le 26 juin, donc lors de la première, quelques dizaines de protestataires prennent place devant le Théâtre du Nouveau Monde où le spectacle est présenté. La manifestation produit une chaîne de réactions virulentes sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels. Il s'en suivra plusieurs mois de polémiques, ponctués par la suspension des représentations, un mea culpa de Robert Lepage, la reprise des représentations, une nouvelle polémique, puis l'arrêt définitif des représentations dans une indifférence devenue presque générale. Alors nous avons choisi de vous parler de cette très riche polémique en nous intéressant à la fois à ce qu'on a appelé la réception journalistique et la réception citoyenne. L'affaire Slave n'échappe pas à la règle. Désormais, les nouvelles formes de communication sont incontournables pour comprendre et suivre les débats sociaux. Comme le résument Olivier Turbide, Diane Vincent et Éric Cavana, donc je les cite, « À l'ère d'Internet, il faut tenir compte de toute une panoplie de documents pour comprendre la construction d'une affaire médiatique. Les documents journalistiques issus de la presse écrite et maintenant électronique, produits par des professionnels de l'information. C'est intéressant, leur façon de catégoriser, c'est en fonction des personnes qui produisent le discours. Donc des professionnels de l'information, journalistes, chroniqueurs, éditorialistes. Deuxième type de documents, les documents parajournalistiques, qui sont produits par ces mêmes professionnels de l'information, mais qu'ils publient en dehors de leur créneau traditionnel, donc par exemple sur leur blog, sur leur compte Facebook, mais en tant que professionnels. Il faut encore se pencher, c'est le troisième, sur ce qu'on appelle les documents citoyens médiatiques, qui apparaissent soit dans les médias traditionnels, soit dans les blogs et les forums de discussion. Et dans les médias traditionnels, ça va être de manière privilégiée, c'est ce qui nous a intéressés, dans les fameux commentaires sous les articles. Les documents qui sont les plus évanescents et les plus difficiles à recueillir, documents citoyens, privés, publics, diffusés sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Alors, comme l'écrit Geneviève Bernard-Barbeau, qui est à ma gauche, les documents journalistiques, c'est-à-dire les premiers, malgré ce bouleversement du champ médiatique, ces documents journalistiques continuent de faire l'événement, ils font l'événement, je dis la citation, c'est-à-dire que c'est par cet intermédiaire qu'un fait d'actualité devient accessible à tous et qu'il acquiert son statut d'événement, voire d'affaire. C'est pour cette raison qu'on s'est intéressé principalement au document 1 et au document 3, parce qu'on s'intéressait à la circulation des discours dans l'espace en général et notamment à leur reprise par ce qu'on appelle la parole citoyenne. Alors notre présentation va s'articuler en 2 temps. Je vais d'abord proposer une analyse des lignes directrices de la polémique dans les médias québécois francophones. Fallait bien restreindre. C'est vraiment un corpus titanesque. Et dans un deuxième temps, Anne-Marie va analyser la représentation de la liberté de création dans le discours citoyen. Plus précisément, elle va analyser les commentaires des lecteurs et des lectrices du Devoir, exclusivement, qui sont parus sous les 91 articles publiés par le Devoir au plus fort de la crise, c'est-à-dire en gros en juillet et août 2018. Donc là, vous avez avec le tableau de droite une petite idée de la somme d'articles. Vous voyez, c'est juste en 2 mois,
20 articles pour la presse, 21 pour Radio-Canada, 91 pour Le Devoir. C'est évidemment titanesque. Et nombre de commentaires. Pour la presse, il n'y a pas de commentaires possibles. Radio-Canada, 800. Le Devoir, 1701. Ça, c'est notre corpus. Et pour traiter ces 1701 corpus, il a bien fallu qu'on essaye de trouver une façon de procéder. Et la stratégie qu'on a retenue, c'était de ne retenir que les commentaires qui formulent une opinion favorable ou défavorable en faveur de la pièce. Et que cette opinion soit un petit peu étoffée. Sinon, vous avez toutes sortes de commentaires très courts ou complètement hors sujet. Donc, on les a éliminés. Ça nous a permis de conserver 465 commentaires. Ça fait quand même plusieurs centaines de pages. Les 1700 commentaires, c'est plus de 500 pages. Ça vous donne une petite idée du corpus. J'en profite pour remercier Julien qui nous a aidés à décortiquer tous ces corpus. Évidemment, Anne-Marie, c'est les deux maîtres d'œuvre de ce travail-là qui était vraiment un travail de moine. Donc voilà ce sur quoi on a travaillé. Pour vous donner tout de suite un chiffre qui va éclairer la réception citoyenne, la réception des lecteurs et lectrices du Devoir. 94% des commentaires sont favorables à la pièce. 94. Alors évidemment, ça éclaire, ça va teinter tout notre discours. Ayez à l'esprit que c'est toujours des commentaires à la défense de la pièce. Donc je commence, petit 1, les lignes directrices de la polémique. Donc dans son premier message sur Facebook, qui lance la polémique francophone, Marie-Lou Craft fait du spectacle de Lepage et Betty Bonifaci le symbole d'un double mouvement. L'invisibilisation des Noirs, d'une part, et leur exotisation, d'autre part. Slave, ce titre sexy, écrit-elle. Si la question de l'exotisation n'aura à peu près pas d'écho dans la polémique, celle de l'invisibilisation sera au cœur de toutes les discussions, non sans subir toutefois une simplification décisive, voire une série de simplifications décisives pour la suite des débats. On l'a déjà un petit peu vu, je pense, avec la première communication. Donc ce sur quoi Marie-Lou Craft insiste dans ses prises de parole, c'est la répétition de l'invisibilisation des Noirs que cette production opère. Cette invisibilisation prend différentes formes matérielles, donc concrètement, aucun noir ne contribue au spectacle. Symbolique, aucune noire n'est mise en valeur par le discours promotionnel. Et cette invisibilisation se reproduit dans le temps, dès le départ, de façon répétée. Les Noirs sont dessaisis de leur propre production culturelle. Donc en d'autres termes, ce que Marie-Lou Craft décrit, c'est un système. Or, la polémique va isoler un seul des gestes de ce système et reformuler une question complexe en une question simple. Un blanc ou une blanche a-t-il ou a-t-elle le droit de s'emparer de la culture noire ? La question du racisme systémique se trouve alors résumée dans les débats à celle de l'appropriation culturelle, mais une appropriation culturelle comprise non pas comme une partie d'un tout, mais comme un acte isolable et isolé. En gros, une blanche a un jour chanté sur scène des chansons d'esclaves noirs, pour ou contre. Le débat se déplace, ce faisant, du plan politique de la responsabilité collective au plan moral de l'action individuelle. Cette reformulation a été une des clés du processus de dichotomisation de la polémique, c'est-à-dire de la séparation binaire en idées antithétiques. On s'appuie beaucoup sur les travaux de Ruth Amossi. Ce vocabulaire-là, on lui emprunte. Donc, dichotomisation, c'est la séparation en idées antithétiques abstraites. La question ainsi reformulée a rassemblé largement l'opinion publique contre les opposantes et les opposants de la pièce. Celles-ci et ceux-ci ont alors été amenés soit à tenter de complexifier la question, rappeler que c'était un petit peu plus compliqué, en expliquant par exemple le principe du racisme systémique, mais alors devenant inaudible et semblant chercher à se soustraire au débat. Il y a notamment des interviews dans le journal télévisé où c'est évident. On pose toujours la même question, puis dès qu'on essaye de complexifier un petit peu les choses, c'est « mais alors, oui ou non ?» C'est typique des polémiques. Soit donc devenir inaudible en cherchant à complexifier un petit peu la question, soit à radicaliser leur discours en répondant tout rond que non, un blanc ou une blanche ne peut pas en aucun cas s'emparer de la culture noire.
Dès lors, tous ceux qui, comme Webster ou Henri Pardo, il y en a bien d'autres, ont tenté de ramener sous les projecteurs la question de la représentation des Noirs. Sont-ils représentés, sont-ils ou sont-elles représentés sur les scènes, et comment sont-ils ou sont-elles représentés, ont eu très peu d'écho. On voit bien comment cette dichotomisation des idées a permis une polarisation de l'espace social, donc une division de l'espace social en camps pour ou contre la pièce. Polarisation dont il était dès lors extrêmement difficile de s'extraire. La simplification de la question a été aussitôt suivie d'un élargissement qui a permis un déplacement du débat. C'est absolument redoutable. La question brûlante n'a dès lors plus été une blanche ou un blanc peut-il ou peut-elle s'emparer de la culture noire, mais un ou une artiste peut-il ou peut-elle s'approprier une culture qui n'est pas la sienne, voire une expérience qui n'est pas la sienne. On déplace complètement évidemment la question. La polémique sur la représentation des Noirs dans le milieu artistique, où la question du racisme était centrale, est plus largement devenue une polémique sur les processus de la création et la nécessité ou non de l'encadrer. Une polémique qui représente d'ailleurs une configuration intéressante et assez rare dans le champ polémique québécois, puisque ses principales et ses principaux antagonistes appartiennent toutes et tous au milieu de l'art. On a donc eu dans l'espace public, et en premier lieu dans la pièce, des oppositions de conception des droits et des devoirs des artistes qui étaient formulées par les principaux intéressés, puis reprises et discutées par les professionnels de l'information, puis reprises et discutées par la parole citoyenne. La réception des lecteurs du Devoir donne une petite idée de la façon dont le grand public s'est à son tour emparé de la question. Évidemment, il s'agit d'un public particulier, il faut être inscrit avoir un abonnement au Devoir pour pouvoir commenter sous les articles. Donc c'est un public essentiellement francophone, largement intellectuel et sensible à la question de l'identité québécoise. Alors même que bien des sujets sont abordés dans les articles qu'ils commentent, les lecteurs et lectrices du Devoir se montrent tout particulièrement sensibles à la question de la liberté d'expression, qu'ils amalgament souvent à la question de la liberté de création. 19% des commentaires en défaveur de la pièce évoquent la liberté d'expression. Mais c'est le cas de près de la moitié des messages en faveur de la pièce qui seront donc au centre de notre attention. Plus précisément, sur les 439 commentaires en faveur de la pièce, 195, donc 44%, abordent explicitement la question de l'atteinte à la liberté d'expression. Parmi ces 195 messages, 81 affirment catégoriquement qu'il y a eu censure et 3 qu'il y a eu autocensure, puisque l'État n'est pas intervenu. On voit bien que le mot censure a été un mot-clé de la polémique, faisant figure de repoussoir. Toutefois, comme ces messages évoquant une censure ou une autocensure sont rarement développés, je ne m'y arrêterai pas. Je m'intéresserai plutôt aux 3 arguments souvent développés par les auteurs qui invoquent l'atteinte à la liberté d'expression. Le premier concerne donc la rectitude politique, dont nous avons déjà parlé un petit peu précédemment, qui est considérée comme liberticide, 27% des commentaires. Le second associe de diverses manières la liberté de création et de devoir, donc 12%. Et le troisième est lié à l'idée qu'une telle polémique met en péril l'avenir de l'art, 6% des commentaires. Je reviendrai sur ces 3 arguments en commençant par celui qui domine largement, celui de la rectitude politique, en poursuivant avec celui qui est corrélé de la crainte quant aux répercussions d'une telle polémique sur la création à venir. Finalement, je m'intéresserai à cette idée, peut-être plus surprenante, des devoirs de la liberté d'expression ou de création. Pour finir ce tour d'horizon de la réception citoyenne, je m'arrêterai brièvement sur la définition que le grand public donne de la liberté d'expression en la confrontant à celle du droit. Donc, la rectitude politique ou le politically correct est perçue par les commentateurs comme une nouvelle morale laïque, c'est eux qui utilisent ce terme, qui remplacerait la morale religieuse. Le vocabulaire renvoyant au sacré et au catholicisme est ainsi particulièrement appuyé. On parle, je cite, d'une église de l'intolérance, de ceux qui communient à l'autel de la très sainte rectitude politique, autel qui, selon d'autres, résiderait dans les locaux de l'UQAM ou de l'Université Concordia. Tenez-vous-le pour dit. L'idée en arrière-plan est que le Québec est une société récemment sécularisée et qu'il faut se battre pour éviter un retour en arrière, encore des termes qu'ils utilisent dans les commentaires, et des arguments semblables circulent autour du projet de la loi 21 sur la laïcité de l'État. On voit bien ici comment une polémique contamine l'autre.
Appliquée par, je cite, une nouvelle gauche, cette nouvelle morale étoufferait la démocratie et la liberté de création. Certains commentateurs du Devoir estiment que, je cite encore, les safe spaces au nom de la rectitude politique sont une entrave à la liberté d'expression artistique et qu'elle est le nouvel outil de censure en matière d'expression artistique. Plusieurs commentateurs vont même jusqu'à parler, je cite encore, d'une dictature des bien-pensants et des minorités, argumentant qu'utiliser sa propre liberté d'expression pour porter atteinte à celle d'autrui relève du comportement dictatorial. On peut observer que la majorité des commentaires mentionnant la rectitude politique font preuve d'une certaine lassitude à son égard. Le premier article du Devoir utilisant l'expression de rectitude politique ou ses corollaires est celui d'Odile Tremblay, publié le 29 juin. Or, les lecteurs devancent les critiques. Le terme est employé dans les commentaires sur un article paru à la veille portant sur le même sujet. Je cite l'article, « Un hommage à une culture, à un groupe ou à une cause ne doit pas être soumis à une quelconque rectitude. » Cette approche, Danielle Ursulec, coprésidente de Diversité artistique Montréal, n'a aucun sens et contrevient complètement au principe sacré et universel de la liberté d'expression. Clame un internaute en commentaire de l'article de Sylvain Cormier. S'il est difficile de retracer la première apparition de l'expression terme dans le débat, il est à noter qu'elle est employée par Mathieu Bock-Côté le jour même dans un article du Journal de Montréal. Bock-Côté y reprend l'argumentaire du racisme anti-blanc, développé notamment par l'extrême droite française depuis les années 1980. On peut voir ici un signe que les lecteurs naviguent d'un journal à l'autre et en tout cas souligner la circulation des discours d'un média à l'autre. Donc, je vais passer au deuxième point, l'inquiétude. Au-delà de la lassitude, les commentaires émis autour de la rectitude politique ont en commun une inquiétude grandissante pour le futur de l'art. Je cite, « Honte à tous ceux qui se drapent dans les vêtements d'une rectitude politique qui étouffe l'esprit démocratique, la liberté d'expression et surtout le gros bon sens. » 12 commentaires appuient leurs craintes en affirmant non pas seulement qu'un manque de liberté d'expression nuit à l'espace démocratique, mais qu'il entrave le processus créateur et risque de l'appauvrir. Plusieurs commentateurs ont peur des répercussions qu'aura une telle polémique sur la création. Ils estiment que l'ampleur du débat médiatique incitera les artistes à s'auto-censurer. Je cite, « Ce qui est le plus inquiétant dans cette parodie de vertu, qui est la contestation de la pièce, c'est que la plupart des créateurs au Québec vont maintenant s'auto-censurer avant de créer. » Affirme un internaute, « Les grands perdants de la polémique risquent d'être les Noirs, qui osera maintenant parler d'eux au théâtre. On va s'auto-censurer, soutient un autre. » Ce faisant, la liberté de création, et pas seulement la liberté d'expression, est affirmée comme une valeur centrale de la société québécoise et, plus ou moins incidemment, la création en général est sanctuarisée. Je passe au point 3, les devoirs de la liberté d'expression et de la liberté de création. Si aux yeux de la majorité des commentateurs, l'expression ne serait être entravée, cela implique cependant et paradoxalement un certain nombre de devoirs pour ceux et celles qui s'expriment, en commençant, je cite, par le devoir d'être totalement libre. 7 commentaires appuient l'affirmation. D'autres nuancent cependant l'affirmation en précisant que la liberté d'expression ne s'arrête que là où commence l'incitation à la haine, c'est soutenu par 2 commentaires, et qu'elle a un prix qu'on n'est pas toujours prêt à payer, financièrement, perte de capital sympathique, etc. Plusieurs mentionnent qu'il s'agit d'une liberté sacrée, pour laquelle il faut courageusement se battre contre vents et marées. Certains vont plus loin en parlant de liberté d'expression artistique qui, je cite, donne le droit à une liberté de création sans censure. La liberté de création doit donc, tout comme la liberté d'expression, être entièrement libre. Cela dit, 3 internautes octroient à la création le devoir, je cite, de dénoncer l'ignorance, les préjugés et la stupidité. La liberté de création est également reconnue comme étant une composante intégrante de la démocratie par 5 internautes. Finalement, quelques rares internautes vont encore plus loin en affirmant que les artistes ont non seulement le droit, mais aussi le devoir de s'approprier à leur manière les grandes tragédies de ce monde, qu'elles soient noires ou grecques. À l'inverse, et sans surprise, 2 commentaires d'un internaute qui est opposé à la pièce évoquent de manière péjorative la, je cite, « sacro-sainte liberté de création » et lui impose des limites. Je cite encore, « Est-il normal qu'un groupe de professionnels, au nom de la liberté de création, échappe en quelque sorte aux règles du vivre ensemble? » Ce qui m'amène à mon point 4, la définition de la liberté de création du grand public versus celle du droit. Le problème que se posent les internautes est en fait un problème juridique compliqué. L'affaire a été une occasion pour les antagonistes, comme pour leurs lecteurs, de se demander où se situe la frontière entre l'exercice de sa propre liberté d'expression et l'entrave à la liberté d'expression d'autrui. Dans le cas qui nous intéresse, la majorité des commentateurs du Devoir
argumentent qu'en voulant faire interdire un spectacle, les protestataires abusent de leur liberté d'expression et que cela porte atteinte à la liberté de création des artistes, mais aussi au droit des spectateurs à accéder à une œuvre. Si parfois les commentateurs recourent abusivement à certains termes, celui de censure par exemple, cette dernière idée n'est pas sans lien avec la définition de la liberté d'expression que donne le droit canadien. Ce dernier a en effet une compréhension libérale de la liberté d'expression. Il considère qu'il inclut le droit des spectateurs et des lecteurs à avoir accès à des œuvres. Par ailleurs, certains des commentaires citoyens utilisent la notion juridique d'entrave. Il y a trois commentaires qui l'utilisent explicitement. On peut toutefois poser la question, si cette affaire s'était rendue devant les tribunaux, aurait-on pu dire qu'il y a eu entrave? Une affaire française à cet égard est très intéressante. Des militants intégristes catholiques ont tenté par différents moyens en 2011 de faire empêcher les représentations d'une pièce de théâtre sur le concept du visage du Fils de Dieu de Romeo Castellucci, qu'ils jugeaient blasphématoire. Il y a eu procès pour l'affaire et l'affaire est allée jusqu'en Cour de cassation, donc l'équivalent de la Cour suprême au Canada. En juin 2017, la Cour a jugé 26 militants et son arrêt nous donne une bonne idée de ce qui demeure dans les limites de la liberté d'expression, selon elle, et ce qui constitue au contraire une entrave à la liberté d'expression. Ceux qui ont manifesté bruyamment leur mécontentement ont été acquittés, alors même que cela a pris parfois place dans la salle de spectacle. Ont été par contre condamnés ceux qui sont montés sur scène et ont forcé l'interruption du spectacle. En somme, une manifestation devant un théâtre, comme ce fut le cas pour Slave le 26 juin, n'aurait en aucun cas constitué une entrave à la liberté d'expression. En conclusion, il y aurait bien des précisions à apporter. Comme ça a été mentionné précédemment, nous n'avons par exemple parlé que de positions en faveur et contre la pièce. Il faudrait raffiner notre propos. On peut être contre la façon dont la pièce a été conçue, mais pour le fait qu'elle soit présentée au public. C'est le cas d'un certain nombre de protestataires contre la pièce d'ailleurs. Il faut aussi rappeler que notre corpus n'est pas représentatif. Comme Mathilde l'a dit, ce n'est que des lecteurs du Devoir et il faut être abonné au journal pour pouvoir commenter. Il est fort à parier que les mêmes lecteurs du Devoir n'auraient probablement pas avancé dans les mêmes proportions les arguments selon lesquels l'art est libre si le débat avait eu pour cœur la représentation des Québécois francophones dans une pièce canadienne-anglaise. À ce sujet, Marie-Lou Craft souligne d'ailleurs dans son premier article que la communauté québécoise avait très mal réagi à la représentation qu'on avait faite d'elle dans un magazine français. Je la cite. « On n'hésite pas à considérer inacceptable et choquant un discours en anglais et que l'expression « gentleman trapper » suffit à humilier et insulter tout le Québec. » Et là, elle fait référence à l'article qu'il y avait eu dans Elle France sur Ricardo, donc notre emblème, qui avait été qualifié de gentleman trapper, mais de façon vraiment positive là, par le journaliste, mais quand même. Nous touchons ici à un élément important lié à la construction des polémiques. Les définitions que les interlocuteurs donnent de l'art ou de la liberté d'expression dans une polémique sur l'art ne correspondent pas exactement à l'idée qu'ils s'en font in abstracto, mais bien plus aux définitions qu'ils trouvent les plus pertinentes et les plus efficaces dans la logique argumentative qui est la leur. Tout au plus, donc, une telle polémique nous renseigne sur le répertoire disponible des représentations possibles de l'art et de la liberté d'expression.